Bonjour. Merci à tous d'être là. Je vais prendre une minute pour vous dire pourquoi la journée a bien commencé. D'abord, il faisait très beau ce matin. Beau en plaine et la neige blanche au-dessus des Pyrénées. C'était déjà un bon début. Mais je voulais vous dire autre chose. J'ai organisé la Comédie du Livre à Montpellier pendant 11 ans, 10 ans. Et un jour, le lundi matin, ça finissait le dimanche comme ici, et le lundi matin, je vais au café. C'est un endroit où que j'ai beaucoup aimé. Et il y avait deux personnes à côté de moi, deux dames. Et l'une disait à l'autre, alors t'as fait quoi ce week-end? Bah, j'ai été voir des amis, 30 km de là, des gens que je n'avais pas vus, ça m'a fait plaisir de voir. Et toi? Bah, moi je suis resté à Montpellier, ça s'appelle la Comédie du Livre là-bas. J'étais à la Comédie du Livre, ah bon? Écoute, j'ai bien regardé. Je me suis dit qu'il n'y avait rien de plus intéressant et intelligent à faire que d'aller 2 jours à la Comédie du Livre. Alors, ce matin, en arrivant ici, il y a un couple qui était là, qui me dit bonjour, et il dit, monsieur, ça fait 3 ans qu'on vient. On note bien la date sur notre calepin, on regarde les gens qui sont là, et on se dit qu'il n'y a rien de mieux à faire que d'aller aux idées mènent le monde. Alors je me suis dit, là, le rendez-vous est pris. Une manifestation, pour qu'elle soit réussie dans une ville, il faut que ce soit un rendez-vous. Un rendez-vous, ça s'attend des deux côtés. Des participants et des gens qui sont là. Et quand le rendez-vous est scellé, on est sûr qu'il se passe vraiment quelque chose. Et donc je voulais vous dire que j'étais content ce matin d'écouter des Paloises, une Paloise et une Palois qui m'ont dit, sans le dire comme ça, que le rendez-vous était pris entre la population de Pau et les idées mènent le monde. Et ça m'a fait très, très, très plaisir. Voilà, je voulais vous dire ça. Alors, on va ouvrir cette journée ici, en tout cas avec... c'est le deuxième rendez-vous ici. On va recevoir une femme certainement bien connue de certains d'entre vous, parce qu'on ne peut pas être un professionnel de la justice sans connaître Pascale Robert-Diard. On peut même pas s'intéresser aux tribunaux et à la justice, s'intéresser à la justice sans connaître Pascale Robert-Diard, dont les récits des procès dans le journal Le Monde sont reconnus par tous comme étant les plus denses, parmi les plus denses, les plus fouillés et les plus éclairants qu'on puisse lire. On peut même s'intéresser à la presse en général et être séduit par la qualité du style de Pascale Robert-Diard, qui est capable de rendre une atmosphère en quelques lignes comme personne d'autre. Et je dirais même, sans exagérer, parce que ça m'est arrivé une fois, qu'on est mieux informé en lisant Pascale Robert-Diard parfois qu'en étant même dans la salle. Parce que lorsqu'on est quelqu'un de très doué, lorsqu'on est quelqu'un qui a le sens de la recherche, du détail, on s'aperçoit qu'on ne voit pas tous la même chose en écoutant les mêmes choses. Et ça, c'est sa qualité principale. Alors, elle vient d'écrire le roman La Petite Menteuse aux éditions L'Iconoclaste, qui a été retenu cette année parmi les 8 derniers romans pour le prix Goncourt. Et donc, nous avons été contents de voir que son travail était récompensé. Alors, parce que la justice, ce n'est pas un coupable et un innocent, l'innocent qui est remis à sa place et le coupable qui fait de la... C'est beaucoup plus compliqué que ça. La justice, c'est très, très, très difficile, très compliqué. Et lorsqu'on recherche tous les coupables dans une scène de ce qui s'est passé, on s'aperçoit que les responsabilités sont à tous les échelons. On va voir tout ça avec Pascale Robert-Diard que nous allons accueillir. Merci. Je suis très impressionnée. Très impressionnée. Oh. On a le droit d'être impressionné. Absolument. C'est merveilleux de voir autant de gens un dimanche midi. Voilà, merci. Et
C'est merveilleux dans l'autre sens, quand on a lu votre livre, que vous soyez là. Parce que ça nous éclaire plus que des essais, des choses comme ça sur la justice. Il y a plus de choses dans ce livre, il y a plus de choses à comprendre. Et voilà, on est vraiment content que vous soyez là. Alors, dans une vie antérieure, j'étais journaliste politique, et vous aussi. Et vous sembliez à l'époque passionné par votre métier. On avait l'impression que vous aviez trouvé là une vie romanesque, et comme vous êtes écrivain de nature, je me suis dit, Pascal ne quittera jamais la politique, forcément, enfin l'observation de la politique, parce que c'est un milieu romanesque, formidable, avec des rebondissements. Et j'ai été étonné de voir qu'un jour vous avez changé de rubrique. Un mot sur l'abandon que vous avez fait de la vie politique et les raisons du choix qui vous ont emmené à être chroniqueur judiciaire maintenant depuis 20 ans. Oui, j'ai énormément aimé la politique. J'ai fait ça pendant 14 ans, donc moi je suis un bébé Le Monde, hein, enfin un vieux bébé maintenant. J'ai grandi au Monde, j'ai rien connu d'autre que le Monde. Et effectivement, j'ai vraiment aimé la politique, j'ai vraiment aimé surtout raconter les hommes et les femmes politiques. Il y avait plus d'hommes que de femmes quand j'étais journaliste politique. Mais j'ai conçu à un moment donné d'abord une certaine frustration qui était d'avoir l'impression que je ne les approchais pas en réalité, que je racontais un spectacle politique et pas vraiment la substance. Voilà. C'est un monde qui est quand même énormément maîtrisé, codé par des communicants. Et à un moment donné, j'ai eu cette frustration-là. Ça, c'est la première raison. Mais la raison la plus profonde, c'est que quand j'étais toute jeune stagiaire au Monde, il se trouve que j'ai suivi le chroniqueur judiciaire qui s'appelle Jean-Marc Théolaire, qui est un très très grand monsieur, qui m'a emmené au procès Barbie à Lyon en 87. Donc ma première expérience, ma première rencontre avec une cour d'assises, c'était Barbie. Donc c'est évidemment exceptionnel. Mais j'ai senti quelque chose. Je me suis dit, un jour, je ferai ça. Et dans les services politiques, à chaque présidentielle, on nous dit, est-ce que vous voulez rester, est-ce que vous voulez changer? Et je disais, non, je veux devenir chroniqueur judiciaire. Et donc, je le suis depuis 20 ans. Sans regret? Ah non, sans aucun regret. Je crois même que... d'abord, j'aime passionnément, mais vraiment passionnément ce que je fais. Je ne m'en lasse pas. Je serais d'ailleurs malheureuse, je crois, d'être journaliste politique aujourd'hui parce que j'aime éprouver, j'aime comprendre, j'aime faire partager. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'une certaine manière de faire éprouver, comprendre ce qui se passe dans un procès, ce qui a pu faire basculer un homme ou une femme dans le crime. C'est plus facile d'expliquer ça aujourd'hui que d'expliquer... comment fonctionne la vie politique et pour quelles raisons on fait telle ou telle chose. Finalement, la violence que je rencontre moi chaque jour me paraît plus facile à faire partager, mais aussi à faire comprendre que la violence qu'on voit tous les jours en politique. Alors, votre livre, juste avant qu'on en parle dans le détail, c'est un livre qui part de choses vraies que vous avez vues. Inspiration, enfin. C'est une inspiration de deux affaires, particulièrement une, mais voilà, de deux affaires que j'ai été amenée à suivre pour le journal et à raconter, donc de deux procès, dans lesquels une plaignante a menti dans une affaire de viol. Sauf que dans un premier cas, la plaignante était... disons, trop dévastée par le mensonge et par les conséquences de ce mensonge, et qu'on s'était beaucoup plus intéressé à l'accusé, et que moi, ce qui m'intéressait, c'était la mécanique du mensonge dans lequel la jeune fille avait été enfermée. Donc, effectivement, j'ai eu envie de... Puis, de toute façon, j'avais envie d'écrire un roman, voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on sait que derrière le roman, il y a une situation qui va inspirer l'affaire, ça veut dire que ça existe, c'est ça que je veux dire. Oui, ça veut dire que ça existe. Oui. Voilà, et quand on sait qu'un roman existe, ça change la manière de le lire.
je me permettais, pour cette raison, d'insister sur ce fait. Donc, on va résumer les choses très vite, en 3 mots. L'histoire de ce livre, c'est quelqu'un qui avait des seins volumineux à 14 ans. Tout démarre comme ça. Oui, tout démarre de ça. Tout démarre de ça dans une petite ville, dans un collège. Je crois que quel que soit notre âge, on se souvient du collège. Je pense que quel que soit notre âge, c'est pas le meilleur souvenir qu'on a de notre vie, la vie au collège. Je crois aussi que on a tous potentiellement soit on l'a été, soit on en a le souvenir d'une fille avec un corps de femme plutôt que les autres, et des conséquences que cela peut avoir sur elle, sur le regard qui est porté sur elle, sur la place qu'on lui assigne, sur la réputation qui va avec. Et sur ce moment, qui est un moment que moi je trouve le moment du collège particulièrement violent, où une jeune fille qui a des seins est assignée au rôle de la fille facile du collège, et avec la mauvaise réputation, avec le regard des filles qui la regardent de travers, même ses meilleures amies, et qui à un moment donné, voulant se sortir de ce piège, de cette image, ne va trouver aucune autre solution que celle de dire qu'elle a été abusée par un adulte. Voilà, c'est l'histoire, le début de l'histoire, c'est ça. Et le livre, le livre commence au moment où cette jeune fille, donc cet homme qu'elle a accusé, a été condamné. Elle était mineure, c'est ses parents qui avaient choisi un avocat pour elle. Elle devient majeure, elle décide de choisir son propre avocat, elle veut une femme. Elle va la voir, elle ne sait pas encore exactement pourquoi cette femme, elle ne sait pas non plus ce qu'elle va lui dire. Et dans ce huis clos de la rencontre entre une cliente et son avocate dans le cabinet, la jeune fille va lui dire qu'elle a menti. Et donc, on a ce face-à-face entre une avocate expérimentée qui, au début, croit recevoir une cliente comme une autre, une plaignante, elle a l'habitude, elle a du métier, et qui tout d'un coup va comprendre qu'elle va l'emmener dans quelque chose d'une violence absolument inouïe, mais qui se pose évidemment toutes les questions. Pourquoi elle a menti? Est-ce qu'elle a menti? Est-ce qu'elle va dire qu'elle a menti? Est-ce qu'il faut que je dise avec elle qu'elle a menti? Et à quel moment? Jusqu'au procès. Je dis ça parce que vous l'avez appelée petite menteuse. Petite menteuse, mais gros dégâts. Oui. Et pourquoi titre, vous avez mis petite menteuse? La petite menteuse, parce que c'était mon titre de travail, c'était mon personnage. J'ai vécu avec elle pendant 5 ans. Voilà, c'était ma petite menteuse, quoi. Et puis parce qu'effectivement, elle a 15 ans, et que je pense qu'on n'est pas coupable quand on ment à 15 ans. Alors, l'affaire semble classée, puisque un homme a été condamné. Elle accuse quelqu'un de l'avoir violée, il prend 10 ans. Et donc c'est quand même une affaire très lourde, de gros dégâts. Et pendant ces années, donc elle passe un moment, et puis le procès se réouvre. Et vous avez dit tout à l'heure, de manière simple comme ça, elle va voir une femme. Pour moi, c'est une phrase essentielle. Si elle avait vu un homme, un autre avocat, est-ce que ce serait passé? Et quand elle prend la décision absolument ferme de choisir une femme pour son avocat dans le deuxième procès, est-ce qu'elle a dans l'idée, à votre avis, ou est-ce que vous l'avez conçue comme ça, qu'elle avait envie de dire finalement qu'elle avait menti? Et ça ne pouvait se dire qu'à une femme. Alors, je pense qu'elle le sait au fond d'elle, que quand elle va frapper à la porte de ce cabinet, elle n'est pas encore déterminée. En fait, c'est une fille qui s'est retrouvée piégée par les convictions des adultes. On parlait du titre. Un des titres auxquels j'avais songé, c'était les bonnes intentions. C'est-à-dire comment, petit à petit, elle va finalement, quand elle va dire qu'elle a été abusée, tout le monde la croit, les professeurs, soit de jeunes enseignants, qui sont des enseignants inexpérimentés, qui sont très, très, très compatissants.
Tout va très vite. Son père culpabilise comme un dingue en se disant qu'il n'était pas là. Sa mère, qui était sévère avec elle, s'adoucit. Enfin, tout le monde autour d'elle s'adoucit, tous ces adultes. Et surtout au collège, tout s'arrête. C'est-à-dire que tout d'un coup, le mensonge et l'état de victime dans lequel ce mensonge l'a mise arrête tout. Et donc, quand elle arrive devant cette avocate, elle sait qu'elle prend un risque. Parce qu'elle a vu une fois cette avocate, elle l'a vue à son procès. Elle trouve qu'elle a un regard dur. Elle pense que peut-être elle va parler. Mais elle attend, d'une certaine manière. Elle attend de voir comment cette avocate va l'interroger, comment cette avocate va travailler le dossier, quelles sont les questions qu'elle va lui poser. Et à un moment donné, effectivement, elle avoue le mensonge. Enfin, elle dit qu'elle a menti. C'est quand même étrange que dans cette affaire, c'est l'avocate qui remplit la fonction du juge. Oui. Hein? Oui, mais parce que je pense, moi je voulais avoir un personnage d'avocate, parce que je l'ai vécu souvent. Les avocats, un bon avocat, c'est quelqu'un qui dans un procès, vous permet de penser contre vous-même. C'est quelqu'un qui vous amène, par ses questions, par le regard qu'il porte sur son client, surtout quand il est en défense, qui vous amène à aller au-delà de vos premières impressions. Et je me suis dit, sur une question aussi complexe, aussi peut-être sensible, vu l'époque que celle-ci, il fallait que ce soit une femme et il fallait que ce soit une avocate qui puisse porter la parole d'une petite menteuse et l'expliquer surtout. Et ce qui est curieux, c'est que au milieu du livre, lorsque l'avocate accepte de défendre la menteuse, la grande menteuse, quand elle décide d'accepter, elle se confie à quelques amis. Ils sont à table, un déjeuner ou un dîner, et elle dit « je vais défendre » et concert de protestation. Parmi les amis, des amis proches, comment vas-tu prendre la responsabilité de défendre une cause qui paraît indéfendable? Elle a menti à cause de son mensonge. Quelqu'un vient de passer 7 ans de prison sur les 10. Comment prendre la responsabilité morale de tout? D'ailleurs, ce qu'elle découvre, et ça c'est aussi effectivement l'époque, c'est que cette femme défend des accusés, défend des plaignantes ou des plaignants. Elle passe en alternance, elle ne défend pas que des victimes, elle va souvent en défense, et d'une certaine manière, on lui disait toujours « mais comment peux-tu défendre des salauds ?» Et là, elle découvre que finalement, le crime le plus grave, c'est de défendre une fille qui a menti dans un moment où se libère la parole des femmes, où enfin on les croit, et où d'une certaine manière, elle commet un crime immense. Et évidemment, la personne qui va être la plus dure avec cette avocate, elle a mon âge, je suis évidemment beaucoup plus proche d'elle que... c'est celle qui va avoir les paroles les plus dures, c'est la copine de son fils, qui est une jeune femme de 25 ans et qui considère que non, c'est pas le moment, de défendre une menteuse, qu'il faut pas. Ça va nuire. Ça va nuire à la parole des femmes. Et l'avocate va lui dire, mais parce que tu crois qu'il y a un moment pour dire la vérité. Et il y a un moment effectivement de tension très très fort, qui est un moment de tension entre deux femmes, entre deux générations de femmes, et qui est effectivement un moment très symbolique de l'époque, incontestablement. Et quand vous avez mis dans la bouche des amis de l'avocate, vous-même vous étiez interrogé sur si c'était le bon moment ou pas? Oui, à un moment, je me suis posé cette question. Enfin, je ne me suis pas posé la question d'écrire ou de ne pas écrire, je me suis posé la question de la réception. De la réception de l'histoire. Mais d'abord, effectivement, j'avance derrière ce merveilleux paravent d'une avocate. Oui. Qui pour moi est un paravent parce que justement, une avocate doit défendre ce qui, a priori, n'est pas défendable. Donc ça me permettait d'avoir un personnage qui défendait ça. Et puis surtout, je vous disais tout à l'heure que j'ai vraiment une passion absolue pour le métier que je fais. Pourquoi ? Parce que c'est un métier où tout est toujours possible, où ce qui ne se fait pas, se fait. Où
quelqu'un qui, a priori, est dans la vie parfaitement, enfin pas parfaitement, évidemment, s'il était parfaitement intégré, il ne commettrait pas un crime, mais enfin, d'apparence parfaitement intégré, va commettre l'irréparable. Vous voyez, je reviens d'un procès d'assises à Dijon, où une mère a empoisonné ses filles, et puis a tenté de se suicider. La petite est morte, c'est une mère totalement aimante. Donc oui, voilà, une mère ne tue pas ses enfants. Eh bien si, une mère ne tue pas ses enfants. Donc une femme ne ment pas. Eh bien si, une jeune fille peut mentir pour se sortir d'un piège. C'est-à-dire que le procès est le lieu de la complexité. Le procès est le lieu qui vous pousse à aller au-delà de vous-même. Enfin, vous savez, ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai l'impression que je ne sais plus rien en réalité. Je n'ai plus aucune certitude sur rien. C'est à la fois merveilleux et épouvantable. Je n'arrive pas à avoir d'avis parce que je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait que? Et cette obligation de la nuance, cette obligation d'aller au-delà, de chercher dans la complexité, qu'est-ce qui fait que tel acte a été commis? C'est assez merveilleux en réalité. Ça vous oblige à penser autrement. Voilà. Et à penser qu'il n'y a jamais de coupable, peut-être. Non. 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 Moi, je pense non. Je pense pas qu'il n'y a pas de coupable. Non. Unique, j'entends. Voilà. Non. Ce qu'il y a, c'est de raconter pourquoi. On dit toujours juger, c'est comprendre. Ça n'est pas justifier. C'est simplement comprendre. Essayer de comprendre ce qui s'est passé. Rentrer dans... Vous savez, c'est à la fois... Ce qui est beau, c'est de partir de très très loin, de voir quelqu'un dans le box et de se sentir à 3000 lieues de lui, et puis de le voir petit à petit se rapprocher, ou plutôt nous, se rapprocher de lui. C'est le travail d'un très bon juge, d'un très bon président, d'une très bonne présidente de cour d'assises, plus le travail de la défense, plus le travail de tout ça. C'est leur travail, c'est de nous approcher du crime et de celui qui est accusé de l'avoir commis. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des choses assez simples en fait. Ça se résume à papa, maman, l'amour et moi. Ouais. Donc vous voyez quelqu'un, vous voyez comment, à un moment donné, les structures qui font que les structures que nous, en général, nous avons, c'est-à-dire une famille, vous naissez dans une famille, il y a une certaine... Elle est solide, elle constitue un premier noyau, mais il ne l'a pas eu. L'école constitue un deuxième noyau. Il a été en échec scolaire. Et à un moment donné, d'ailleurs, l'avocate dit, vous savez, dans les procès, la phrase qu'on entend le plus souvent, c'est « j'ai redoublé mon CP et j'ai raté mon CAP ». C'est-à-dire que l'école, qui constitue cette espèce de deuxième protection, va échouer. Ensuite, vous avez la vie amoureuse, la vie amicale, et là aussi, c'est en général compliqué, c'est instable. Et puis, vous avez la vie professionnelle. Ce matin, je lisais dans le journal l'histoire de la jeune adolescente qui a été retrouvée tuée. L'accusé est intérimaire. C'est pratiquement la profession qui est le mieux représentée dans le box des accusés. C'est-à-dire cette profession où vous n'avez pas la culture que vous donne un contact régulier avec un patron, des collègues, etc. Où vous êtes cet homme Kleenex qui est jeté tout au long de sa vie. Et vous voyez en fait à chaque moment, quand vous rentrez dans la vie de quelqu'un, tous les petits verrous qui sautent ou toutes les petites protections qu'il n'a pas eues et qu'on a la chance d'avoir. Voilà, donc vous vous approchez de l'humain. C'est beau. Pourquoi personne ne met en doute, au moment du premier jugement, pourquoi personne ne met en doute la parole d'une adolescente? Je dis ça parce que les gens qui sont dans le tribunal savent ce que vous venez de dire. Oui. Ils savent que... Et donc, malgré ça... Alors la procédure, c'est d'abord une enquête de police ou de gendarmerie. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un gendarme qui va faire correctement son travail. La mère de cette jeune fille vient lui dire, parce que la jeune fille ne veut pas donner de nom, et la mère de la jeune fille vient dire, moi je suis sûre que c'est l'ouvrier qui a travaillé chez nous, parce que... Il la regardait Il la regardait de travers, il a eu des propos déplacés, puis d'ailleurs, de toute façon, ce type boit, et puis d'ailleurs, en plus, un jour, je me suis aperçu qu'il avait volé quelque chose, enfin voilà,
Le gendarme tape sur son ordinateur, le type a un petit casier judiciaire, on fait venir 2-3 témoins. Bon, effectivement, il a le vin mauvais, c'est une gargouille de bar, il est grossier. Il fait partie typiquement de ces bouchons au fil de l'eau, quoi, de ces hommes comme ça. Bon. Et elle, effectivement, elle va confirmer. C'est là où elle va faire un gros mensonge. Là, elle va faire un gros mensonge. Mais elle va confirmer parce qu'en fait, on lui demande d'une certaine manière de confirmer. C'est-à-dire que les certitudes des adultes prévalent. Et puis elle a découvert quelque chose. Enfin, j'y vais délicatement parce que je sais que c'est compliqué à expliquer, mais elle a découvert aussi à quel point il était confortable d'avoir ce statut de victime. C'est-à-dire ce moment où tout d'un coup, c'est une sorte de... Tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime. C'est-à-dire qu'elle était détestée, elle était moquée, elle était menacée. Et tout d'un coup, elle est plainte. Elle est plainte. C'est la seule chose qui compte pour elle. Et donc, effectivement, elle va confirmer. Là-dessus, vous avez une juge d'instruction qui fait son travail un peu paresseusement, ni bien ni mal, comme beaucoup d'affaires. Et vous avez ce critère, dans une affaire comme ça de dénonciation, c'est parole contre parole. Donc la parole de la jeune fille, parce qu'elle va très très mal, pèse beaucoup plus lourd que la parole d'un type qui dit « je suis innocent ». Et elle dit à un moment donné, Lisa, elle parle, elle s'appelle Lisa, elle dit à son avocate, elle lui dit « plus je mentais et plus je souffrais ». Mais plus je souffrais, et plus on me croyait. Comment on fait pour se sortir de ce piège-là? Parce qu'effectivement, la souffrance, quand on cherche des éléments à quoi s'accrocher, la souffrance est une forme de preuve. Et donc elle savait qu'elle mentait. Mais toute sa souffrance était vue comme une preuve supplémentaire de l'authenticité de ce qu'elle disait. Et vous écrivez à un moment... Le plus dérangeant dans cette affaire, c'est que c'est pas de savoir pourquoi elle a menti, mais pourquoi tant de gens se sont mis à la croire. Elle-même a dû être étonnée alors, elle savait qu'elle mentait, la seule qui le savait au début. Elle a dû être étonnée que tout le monde ne pose aucune question, n'aille chercher si c'était vrai ou pas. Elle dit surtout, Alice, l'avocate, quand elle écrit sa plaidoirie, dit « La question n'est pas de savoir pourquoi elle a menti, mais pourquoi tant de gens ont eu envie de la croire ?» C'est là où, effectivement, on rentre dans nos schémas. Une jeune fille qui souffre ne peut pas mentir. D'ailleurs, on ne va pas dévoiler tout le livre, mais elle ne ment pas sur tout. Elle a évidemment des raisons. Ce n'est pas quelqu'un qui s'invente une histoire. C'est pas une affabulatrice. C'est pas une affabulatrice. Simplement, on ne doute pas. Et à aucun moment on ne va douter. Et il y a même cette souffrance qui va faire que dans une procédure pénale, il y a quelque chose qui est fondamental qui s'appelle la confrontation. La confrontation entre le ou la plaignante et l'accusé. Et à un moment donné, parce que cette jeune fille souffre, parce que c'est une mineure, la juge d'instruction va renoncer à la confronter à celui qu'elle accuse. Et elle dit plus tard, elle dit cette confrontation, à la fois je la redoutais, j'en faisais des cauchemars et en même temps je l'espérais. Je l'espérais parce elle se dit, j'avais l'impression que peut-être elle allait tout arrêter, qu'on allait voir tout ça. Et cette confrontation, on ne la fait pas. Et quand elle arrive au procès, elle ne peut pas se confronter à cet homme et elle fait un malaise à la barre. Et du coup, c'est encore vu et perçu par les juges et les jurés comme une souffrance supplémentaire. Ça va plus loin que ça. Lorsqu'elle affirme, d'abord elle affirme à une amie, c'était pas censé aller plus loin. Mais après ça, quand son mensonge va aux parents, les parents disent « je sais qui c'est ». Ça aussi, si les parents n'avaient pas désigné un coupable, peut-être aurait-elle hésité plus longtemps avant de mentir. La responsabilité des adultes dans cette affaire, c'est d'avoir suggéré qu'un violeur existait vraiment, et non seulement ça, mais ils en étaient sûrs. Ça l'a peut-être conforté dans le mensonge qu'elle venait de faire. Après, une autre des phrases de l'avocate est de dire « dans cette affaire, il n'y a pas de coupable, il n'y a que des bonnes intentions ». Et on ne peut pas
en vouloir complètement à une mère, de vouloir mettre un nom et de chercher Celui qui a violé sa à fille. mettre un nom sur celui qui a violé sa fille. Et elle est face à une adolescente qui ne veut pas parler, qui ne veut pas lui dire. Donc elle cherche pour elle. Elle cherche pour elle, elle donne un nom, et ce nom est crédible, entre guillemets, du fait de tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est un parfait profil de coupable. Et effectivement, elle ne va pas aller contre. Elle ne va pas aller contre parce qu'à un moment donné, elle se dit, mais si je dis aujourd'hui à ma mère, à mes profs, à la prof de français qu'elle vénère, et surtout, si on sait au collège que j'ai menti, tout repart. Vous savez, ce qui me fascine souvent, y compris dans des affaires criminelles graves, c'est de voir comment, au départ, il y a une situation d'urgence qu'on n'a pas su régler. Ce n'est pas une volonté criminelle. Au départ, il y a une urgence, là. Une urgence. Qui apparaît absolue. L'urgence absolue pour cette fille, c'est que la vidéo ne sorte pas. Voilà. C'est ça son horizon. C'est pas derrière d'imaginer qu'elle va accuser un homme, que cet homme va être entendu, que d'abord que la confidence qu'elle fait à sa meilleure amie une nuit sous la couette va être répétée le lendemain au professeur, que les professeurs vont la convoquer en salle des profs, que vous imaginez ce que c'est pour une gamine de 15 ans. Enfin, vous vous en souvenez ce que c'est que la salle des profs? C'est la chambre à coucher des parents, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un endroit, on n'entre pas dans la salle des profs. Tout ça, elle ne l'imagine pas. Elle a un problème immédiat à gérer. C'est ça le début. Vous avez une phrase à la fin du livre, c'est peut-être même la dernière. Lisa, c'est le nom de la jeune fille dont nous parlons, la grande menteuse. Lisa ne ment pas pour rien, et si on la croit, ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce que c'est que ce rien? Parce que tout est là. Elle ne ment pas pour rien parce qu'effectivement, elle va mal. Elle va mal, elle ne sait pas comment le dire. Je pense qu'on parlait tout à l'heure de la violence du collège. Je crois qu'elle n'a pas cessé, que y compris, elle s'est même plutôt aggravée. On le sait on lit, je veux dire, on le connaît par nos enfants, les vidéos qui tournent, etc. Donc cette jeune fille, encore une fois, est assignée par le corps qui est le sien à 15 ans dans une place particulière. Et ça n'a pas changé. Ça, l'époque n'a pas touché. N'a pas touché, c'est éternel. Non. Mais oui, c'est éternel. D'abord parce que l'adolescence, c'est un éternel commencement et recommencement pour chacun de ceux et de celles qu'il vit. Et je crois que, bien sûr qu'elle ne ment pas pour rien. Donc, après, il y a toute cette bienveillance des adultes qui va commettre un désastre judiciaire. La bonne intention. Les bonnes intentions. Comment juger une affaire comme ça? Eh bien, je n'en sais rien. Je me dis que si j'avais été jurée, vraisemblablement, je l'aurais cru. Vraisemblablement, j'aurais condamné cet homme. Pour moi, la question est en amont. Et je pense vraiment qu'elle concerne principalement les juges d'instruction. C'est-à-dire à quel moment on doit impérativement douter. Or, la justice est évidemment sensible, et les juges y vivent dans la cité. La justice est sensible à l'opinion publique. Elle est sensible aux grands mouvements, aux grands courants qui traversent la société, aux révolutions qui parcourent la société. Sauf qu'elle doit tenir sur des principes, justement quand les courants traversent la société, justement quand les courants sont très forts. Et aujourd'hui, on parle de présomption de culpabilité, on voudrait défendre une forme de présomption de culpabilité. La justice doit tenir, enfin je pense les erreurs naissent quand elle ne tient plus sur ces principes. Les principes, c'est fait pour ça, c'est fait pour tenir dans les tempêtes, sinon ce n'est pas des principes. Donc la présomption d'innocence, ça compte, le doute, ça compte, le doute, ça doit prévaloir. On ne demande pas ça à des profs, on ne demande pas ça à des parents, on ne demande pas ça à des amis. On demande ça à des juges. Si les juges ne doutent plus, il n'y a plus de justice possible. Enfin, oui. De vraie justice. En tout cas,
on prend des risques. On prend des risques trop grands. Vous présentez dans le tout début du livre, vous faites le portrait de ce que sont les avocats, de ce que sont les jurés. Bon, ce sont des gens normaux, qui n'ont pas de compétences particulières par définition, parce que c'est le peuple qui juge. Les jurés, les avocats. Oui, non, Les je avocats, parle des jurés. Non, je parle des jurés, là, bien entendu. Bon, et, alors, c'est un peu angoissant, parce que le doute dont vous parlez, qui est nécessaire, on peut pas. Les jurés, c'est eux qui vont décider finalement de le mettre en tôle, le type. Il n'y a personne d'autre qui décide. Hein. Avec les magistrats. Avec les magistrats, mais voilà, c'est eux qui décident. Bon. On se dit. Mais je pense qu'être juré, je ne sais pas si. Qui peut prendre la responsabilité? Dans la salle, oui. quelqu'un ou quelqu'une oui, sûrement, ouais. a eu la chance, enfin moi j'appelle ça une chance, d'être oui. tiré juré. Moi j'aimerais bien l'être un jour. C'est une responsabilité considérable. Moi, ce sont mes personnages préférés, avec les témoins dans les procès. D'abord parce que je trouve qu'à chaque fois, cette entrée des citoyens dans ce lieu extrêmement solennel, extrêmement démocratique, qui a une audience démocratique parce qu'il est organisé, le débat y est organisé, les passions les plus rudes, les plus violentes, les haines les plus fortes vont s'y exprimer dans un espace qui est fait pour les accueillir. Et les jurés sont là, ils sont sortis de leur vie ordinaire pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 3 semaines, et ils vont juger un père. Je trouve cette responsabilité vraiment à la fois très très lourde et nécessaire, parce qu'effectivement, je pense que ça a été une invention géniale, cette cour d'assises, de faire juger par des citoyens les crimes les plus importants. Parce que c'est au nom de la société un crime où, à partir du moment où il est commis, il n'appartient plus à celui qui l'a commis ou à celle qui l'a commis, il nous appartient. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment est-ce qu'on le juge? Et comment est-ce qu'on le punit? Donc c'est très important que des citoyens participent à cette décision. Après, évidemment, la responsabilité est lourde, mais elle est lourde quand le travail avant n'a pas été bien fait, a été fait, disons, de manière, encore une fois, paresseuse. Dans le monde judiciaire, vous dites à un moment, ils ont tout entendu de leur vie. Là, je parle des gens de la machine judiciaire. Ils ont tout entendu, les crimes les plus atroces, les menteurs les plus terribles, des choses inimaginables. Comme vous dites, c'est l'endroit où l'inimaginable est tous les jours présent à côté de vous. Est-ce qu'un monde comme ça, perturbé à ce point, désabusé un peu quand même, on ne peut pas avoir entendu 10 ans, pendant 15 ans, toutes les turpitudes possibles sur Terre. Est-ce qu'on est dans un monde où on peut réagir comme tout le monde? Pour les magistrats professionnels, oui. Bon, d'abord, ils changent quand même assez souvent de fonction. Après, ils ont choisi, ils assument. Non, mais je pense que... Mais quand on choisit, on ne sait pas que pendant... Vous savez, moi, je fais ça depuis 20 ans, et paradoxalement, le crime ne m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est ce qui va se passer, c'est ce que le crime va révéler. Vous entrez dans une salle d'audience, on va vous livrer la vie d'un homme ou d'une femme, on va voir défiler sa mère, son père, sa femme, son mari, ses enfants quand il y en a, ses amis, son voisin, et vous allez comme ça entrer dans la vie de quelqu'un. Et vous allez avoir des moments, il faut savoir qu'effectivement, il y a la violence, effectivement, il y a la laideur. Il y a l'humanité aussi. Mais il y a une humanité... dingue. Absolument incroyable. Alice cite cette phrase de Simenon que j'adore, quand il parle, c'est dans le livre, c'est dans le roman qui s'appelle En cas de malheur. Et il a fait le portrait d'un vieil avocat qui entre au palais, qui rentre dans une salle d'audience et qui dit « Il règne là une odeur de bâtiment officiel et d'humanité mal lavée qui est un peu mon odeur d'écurie. » Et c'est vraiment ça. Enfin, moi, je le ressens comme ça. C'est vraiment mon odeur d'écurie.
Mais parce qu'il faut aussi savoir que dans ces procès, on rit, on pleure, mais on éprouve, on est traversé de toutes les émotions, on s'approche de la vérité des gens. Ah, c'est beau. Enfin, oui, Ben c'est oui. beau. Là, vous parlez à un moment, la dose quotidienne de noirceur, quand même, qu'elle prenait dans la figure. Donc c'est quand même, on sent la violence de ce que les gens entendent tous les jours. Lui semblait plus difficile à supporter, comme s'il y avait quand même une usure devant le... Ça, c'est effectivement dans la tête de l'avocate. Je voulais que ce soit une femme, et je voulais surtout que ce soit une avocate, pas les avocats qu'on voit à la télé ou qu'on voit sur les plateaux, qu'on voit beaucoup, qui sont très sûrs d'eux, je voulais que ce soit quelqu'un qui fasse son métier de la manière la plus rigoureuse possible, et surtout raconter cette vérité des avocats qu'on connaît rarement, qui est que ce sont des gens qui perdent beaucoup plus souvent qu'ils ne gagnent. Alors on les voit triompher parce qu'ils ont obtenu une décision, mais en réalité leur quotidien n'est fait que de défaites. La réalité, c'est qu'ils perdent. Ils perdent, et ça pèse. Et effectivement, je pense en plus que ce passage-là, je l'ai écrit à un moment où moi-même, je suis régulièrement traversée de moments évidemment difficiles. Je veux dire, quand il y a certains procès dont vous vous dites en sortant, bon, bah, ça y est, c'est fini, j'arrête. Je veux dire, j'ai suivi le procès des attentats de janvier 2015. Je suis sortie, j'ai dit, c'est terminé. Et puis je suis retournée aux assises. J'ai dit non, bon, moi je vais continuer. Donc j'ai suivi le procès des attentats du Bataclan, j'ai dit c'est terminé. Là, l'expérience de Dijon, je pense qu'elle n'est pas encore totalement... Elle ne peut pas passer. J'ai vécu quelque chose que je n'imaginais pas pouvoir vivre. Cette femme a été... le procès a dû être interrompu parce que cette femme s'est mise à hurler. Enfin, on ne peut pas trop en parler, mais parce que c'est un peu compliqué à oublier. Mais oui, on se prend cette dose de noirceur-là, mais on se prend aussi des moments d'humanité tellement forts que pour un petit instant comme ça, oui, c'est ça. Pour une seconde, un petit ça instant rattrape des heures. vous vous dites, c'est bon. Je suis bien là où je suis. Voilà. Une dernière question sur le rapport avec l'envie de vivre. Tous ces gens qui vivent dans la noirceur pendant leur vie entière, 20 ans, 10, 15, 20 ans, est-ce qu'il y a dans cette noirceur-là une envie de vivre au bout du compte, renforcée Mais je crois que... par l'idée qu'on va encore entendre des noirceurs, mais qu'il y a quelque chose... Ce qui est beau, et pour rejoindre le thème, c'est d'amener quelqu'un à comprendre un acte qu'on ne comprend pas. Pour moi, ça c'est déjà un premier pas. Ensuite, il y a parfois de très très beaux procès. Alors qu'est-ce que c'est qu'un beau procès ? Un beau procès, c'est un endroit où l'accusé a le sentiment d'avoir été entendu. Je vais vous raconter quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'était au tout début. C'était un procès d'une tristesse inouïe. C'était deux SDF qui avaient battu à mort un troisième SDF, qui partait en vélo de Londres à Jérusalem. C'était la seule chose qui était belle. Et à un moment donné, le président lui dit, il pose des questions comme ça dans l'interrogatoire, et puis il lui dit, bon, dites-moi, combien de temps s'est écoulé entre les premiers et les deuxièmes coups ? Et l'accusé réfléchit, puis il dit, 2 bières. Et après, il lui dit, bon, mais maintenant, je voudrais que vous me parliez de vous. Et le type répond, non, si j'avais bu, je pourrais. Mais à jeun, je peux pas. Moi, ma vie, c'est l'alcool, la violence, etc. Et le président lui dit, c'est le etc. qui m'intéresse. Et de cette petite phrase a commencé à produire, cette petite phrase a commencé à produire un effet où ce type s'est mis à parler et a été écouté comme jamais il ne l'avait été. Des moments comme ça,
ça se produit souvent dans les salles d'audience. C'est quand on s'aperçoit que la famille de la victime elle-même, voyant la mère, voyant la femme, voyant le frère, voyant la sœur d'un accusé, va se sentir un petit peu moins éloigné, pas plus proche, mais un petit peu moins éloigné. Quand vous allez voir des gestes entre le père d'un accusé et le père d'une plaignante, toutes ces petites choses-là qui vont faire qu'à un moment donné, ces personnes qui avaient tout pour se haïr vont grandir ensemble dans cet espace qui a été conçu pour les faire se confronter et s'entendre mutuellement. Vous savez, c'est ça un procès. Un procès, ce sont des mots qui tombent en même temps sur tout le monde, au même moment. Et ça, quand vous sortez d'un moment comme ça, quand vous voyez d'où on est parti et à quoi on est arrivé, par une décision de justice qui est juste, c'est-à-dire qu'une condamnation qui est comprise, qui est perçue comme à la fois juste par l'accusé et normale par le plaignant ou la plaignante, là vous vous dites ça fonctionne. Et ça c'est effectivement la vie. Ça c'est la beauté de la vie pour le coup. Pascal, vous nous avez donné là une heure incroyable. Maintenant, je dis ça pour une raison. Le doute est obligatoire. Et dans votre voix, pendant une heure, on sentait qu'il y a une espèce de doute sur les mots qu'il faut dire, ne pas dire. Et en même temps, la certitude d'être au bon endroit au bon moment. Et là, il n'y a aucun doute possible. Et vous avez réussi à conjuguer les deux, de telle sorte qu'on sort de là en se disant, malgré toutes les noirceurs, la justice, c'est une des plus belles choses qui soit au monde. Et ça, j'ai trouvé que c'était un exercice qui est très difficile à faire. C'est-à-dire que le doute est absolument indispensable autant que la justice soit délivrée. Alors je voulais vous remercier de ce moment parce que beaucoup de choses sont passées dans les têtes de tous ceux qui viennent de vous entendre et beaucoup de choses dont il restera une petite graine, voilà, chez chacun d'entre nous. En tout cas, dans ma tête, en tout cas, il restera une graine. Merci. Merci de l'avoir posée. Merci à vous.